Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Patrick Valibus. Il est président du SEO Camp depuis 2 ans. On va mieux savoir effectivement ce qu'est le SEO Camp et à qui il s'adresse. Bonjour Patrick. Eh bien, bonjour. Alors, on commence par ton parcours. Yes, alors mon parcours, je suis comme beaucoup de SEO autodidacte parce que vous le savez sans doute, ceux qui nous écoutent, le SEO, il y a assez peu d'études pour faire du SEO parce que notre job, c'est d'aller essayer de fouiller dans Google qui ne communique pas le cœur de son algorithme et donc c'est d'aller essayer de trouver comment ça marche. Voilà. Et vu qu'il n'y a pas d'études, faut qu'on se débrouille et le SEO est donc un métier avec beaucoup de gens qui doivent aller mettre les mains sous un capot que personne n'a écrit. Voilà. Et toi, tu as commencé le SEO il y a combien de temps ? Écoute, ça doit faire maintenant 8 ans, si je dis pas de bêtises. Et tu découvres le SEO par quel moyen ? Alors, en fait, je travaillais vraiment pour des structures de e-commerce en développement principalement, donc j'étais développeur. Et puis à force de voir des sites e-commerce qu'on faisait dans lesquels il y avait beaucoup d'argent dépensé, mais que derrière il y avait aucun visiteur qui allait dessus, ça pose problème. Et du coup on commence à chercher, avoir un site e-commerce c'est bien, avec des gens dessus c'est mieux. Voilà. Et donc c'est comme ça que je rentre dans le SEO, essayer de comprendre quelles sont les mécaniques qui permettent de drainer du trafic sur un site. Par une formation interne en fait, en bossant dessus quoi. Voilà, formation. J'ai une part de formation interne et puis après, c'est beaucoup de tatillons parce que c'est un métier qui évolue hyper vite et c'est ce qui le rend passionnant d'ailleurs. Alors quels sont tes mentors dans le SEO ? Eh ben écoute, mes mentors, c'est vraiment, allez, je vais en citer un que j'ai préféré et puis les autres me détesteront, tant pis. C'est vraiment Monsieur Sylvain Perronnet et son frère Guillaume qui ont vraiment une formation qui permet de partager en fait la mécanique en fait d'un moteur pour vraiment comprendre comment ça marche, pour être capable de faire tes propres déductions derrière. Voilà. C'est vraiment un métier où il faut être capable de comprendre la logique, je trouve le SEO. Et ces bagages académiques, pour moi, sont essentiels. C'est un petit peu la métaphore qu'on dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Voilà. Alors Patrick, parle-nous du SEO Camp. Qu'est-ce que c'est que le SEO Camp ? Alors le SEO Camp, c'est la fédération des professionnels du search marketing en France, avec principalement une spécialisation aujourd'hui sur le SEO qu'on est en train de réfléchir à voir pour élargir justement parce que le métier aujourd'hui de search marketing il est pluriel, que ça soit entre le SEO et le SIA où il y a de plus en plus de synergie. Et donc c'est la vocation donc du SEO Camp, c'est de mettre en avant les professionnels, c'est de les aider à se former ou à recruter d'autres professionnels pour les entreprises qui sont des agences et bien entendu pour aider les gens qui ont besoin de référencement à identifier les professionnels compétents parce qu'on est également éditeur d'une certification qui est la seule certification que j'estime qualitative en France sur le SEO qui s'appelle la CASEO avec son niveau 2 qui est la CESEO. Voilà. Alors, quel est le mode d'emploi et le droit d'entrée, effectivement ? Ça coûte combien pour rejoindre le SEO Camp ? Alors, il y a plusieurs niveaux. On démarre avec des tarifs très abordables pour les étudiants comme les personnes demandeurs d'emploi. Ensuite, on a le gros des gens qui sont donc des consultants indépendants. Alors, pour eux, c'est 200 € même TTC, ce qui doit faire un peu moins taxe. Et derrière, pour les entreprises qui ont quelques consultants en interne, on va arriver à 600 € TTC. Voilà. Alors aujourd'hui, le SEO en France, ça représente combien de parts de freelance, combien de gens qui travaillent en tant que salariés et combien de gens effectivement qui sont consultants indépendants ? Alors écoute, on n'a pas le chiffre exact, mais c'est marrant que tu me poses la question parce que hier j'ai fait la vérification sur LinkedIn à l'occasion d'une réunion justement du SEO Camp et aujourd'hui sur LinkedIn quand tu tapes SEO en recherche de titre de poste, tu vas trouver 6400 personnes aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que c'est le mot-clé le plus tapé au niveau des métiers. C'est fort probable parce que clairement, aujourd'hui, le SEO, c'est plus de 50% du trafic d'un site internet. Donc, évidemment, les gens comprennent assez vite que s'ils ont personne qui vient sur leur site, ou en tout cas pas assez de monde, c'est à cette profession qu'il faut faire appel. Voilà. Au SEO Camp, qu'est-ce que vous pensez effectivement des formations justement qui invitent à devenir SEO ? Est-ce qu'il y a des choses où il faut faire attention quand on veut effectivement se lancer dans le SEO, ou est-ce que quelque part on peut se lancer les yeux fermés ? Alors,
Pour moi, il faut faire très attention à ce qu'on va choisir. Aujourd'hui, il y a une communauté SEO qui est très prolixe de conseils et qui n'en est absolument pas avare. Donc l'avantage, c'est qu'il faut pas hésiter, que ce soit sur Twitter ou LinkedIn, hein, selon lequel est votre réseau préféré, à dire bon bah voilà, je me lance à mettre un hashtag, je pense faire telle formation, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc déjà comme ça, s'il y en a une que personne n'a trop donné son avis jusque-là, bah vous aurez des avis et ça permet du conseil. Il y a une vraie entraide dans cette communauté et ça c'est quelque chose qui est, je trouve, chouette et c'est pour ça que je m'investis autant dans cette communauté. Voilà, ça c'est un premier point que je tenais à dire. Et ensuite, après, il va y avoir deux types de formations. Il va y avoir les formations fortement professionnalisantes, qui vont être pour devenir consultant pur et dur, et celles-là, en général, sont plutôt très qualitatives. Il y en a d'autres dont on peut quelquefois un petit peu douter, qui vont vous promettre de devenir autonome financièrement grâce au SEO, en éditant vos propres sites internet, etc. Il va y avoir à boire et à manger là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est un des points sur lesquels moi j'invite à la plus grande vigilance sur ces sujets-là. Et le point qu'il faut garder en tête, c'est que sur Internet comme ailleurs, il n'y a pas de miracle. Hein. S'il y avait des solutions qui permettaient de devenir riche en 3 minutes sans trop se fatiguer et grâce à un PDF, je pense qu'on aurait tous migré dessus et puis qu'on ferait tous on ferait cette interview sous les cocotiers d'ailleurs. Patrick, à ton avis, effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux se diriger sur une formation e-learning, c'est-à-dire une formation en ligne pour apprendre le SEO, ou est-ce qu'il faut faire du présentiel? Pour moi, je vais pas mettre, en tout cas sur la qualité du contenu délivré, sincèrement, je vais pas mettre d'échelle de valeur entre les deux. Je pense vraiment que ça va dépendre du besoin pédagogique de la personne. Voilà. J'ai des confrères pour qui j'ai beaucoup d'estime qui sont capables de faire les deux. Voilà. Donc si vous savez que vous avez besoin de quelqu'un en face qui puisse répondre vraiment en live à toutes vos questions, faites-le en présentiel. Si vous êtes à l'aise avec du e-learning, que vous faites ça en plus de votre job ou ça, n'hésitez pas. C'est également très pertinent. C'est l'avantage, c'est que l'offre permet les deux aujourd'hui. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux pour moi. C'est vraiment en fonction de vos affinités. Comment on doit choisir un SEO, je dirais effectivement quand on fait appel à une agence? Quels sont les signaux qu'il faut regarder? Alors déjà, quelqu'un qui vous promet un résultat, c'est déjà mal connaître Google. Tout simplement parce que vu qu'on ne sait pas ce que Google a prévu de faire comme modification dans son algorithme, c'est très compliqué de s'engager sur un résultat. Donc là, on peut très vite être sur de la fausse promesse. Voilà, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est comme je le disais, le SEO Camp est éditeur de 2 certifications, la Caseo et la Céseo. Donc surtout, n'hésitez pas à demander si le consultant qu'on vous propose, il est doté de cette certification, ou s'il y a au moins des gens qui ont cette certification dans l'agence, voilà, ou le consultant là, voilà, sont clairement des critères pour moi de choix. C'est vraiment un vrai label qualitatif. Alors, quelles sont les choses importantes à savoir pour 2023 et 2024 en SEO? Quels sont effectivement les stratèges, voire les stratégies effectivement à mettre en place pour son site internet? Yes. Alors, clairement, on va rester. Je vais répondre à cette question en 2 temps. Le premier avec entre guillemets le bon vieux SEO classique. L'idée, il faut se rappeler que Google, sa volonté, c'est de fournir du résultat de qualité pour que les gens continuent de venir dessus et éventuellement cliquent sur des ads, parce que ça reste la manière qu'a Google de gagner le maximum d'argent aujourd'hui. Donc, il est obligé de fournir des résultats de qualité. Un résultat de qualité, c'est quoi? C'est un résultat qui présente une information hyper pertinente. Voilà. Donc, ça veut dire que d'un point de vue contenu, il faut apporter, de l'information de qualité. Donc, pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. Il va y avoir on va utiliser des outils de sémantique qui vont permettre de savoir quels sont l'ensemble des mots qu'il va falloir intégrer dans le texte. Donc ça, c'est vraiment sur un aspect très rédaction, voilà. Et après, il y a tout un tas de mécaniques techniques qui vont permettre d'aider ça. Donc du coup, il faut s'assurer que le site réponde rapidement. Ça joue toujours, ne serait-ce qu'en termes d'expérience utilisateur. Et après, il va y avoir tous les classiques en SEO, mais sans doute que les gens le savent déjà, mais c'est tout ce qui est de travailler donc la balise title, les différents H1, H2, etc. C'est des grands classiques, mais malheureusement quelquefois oubliés. Et puis derrière, on va pouvoir aller sur des choses bien plus avancées. N'oublions pas que nous sommes dans l'émission des experts.
avec tout ce qui va être la mécanique des ontologies sur des données structurées, etc. On va aider Google à comprendre vraiment la précision du contenu de la page. Voilà. Donc c'est l'idée, c'est de faciliter la vie à Google pour comprendre le contenu de la page. Je pense que dès lors qu'on est dans cette démarche-là, que ce soit tant sur l'aspect contenu, précision et qualité, et sur l'aspect notoriété derrière, on est dans le bon chemin. Voilà. Et du coup, j'ai dit que je répondrais à la question en 2 temps. Là, on est à l'aune d'une refonte assez exceptionnelle dans le monde des moteurs de recherche. On a tous entendu parler de l'arrivée des expériences d'intelligence artificielle en termes de réponse dans les résultats. Et nos bonnes vieilles pages de résultats Google, elles sont en train de muter, de changer, d'évoluer. Et on sait que d'ici 1 an, et après la date exacte, malheureusement, on ne l'a pas aujourd'hui, mais vont énormément évoluer avec des résultats qui vont être des choses plus proches que ce que les gens peuvent avoir aujourd'hui quand ils posent une question à ChatGPT. Et du coup, l'enjeu, ça va être de continuer d'apparaître dans ces résultats-là. Et clairement, va y avoir une notion à un moment donné d'aller travailler pour identifier quelles sont les sources que les intelligences artificielles considèrent comme crédibles, et du coup d'aller être cité, d'aller être reconnu par ces sources-là pour que du coup, quand l'intelligence artificielle doit faire des réponses à des questions, quand elle va piocher dans ces infos-là, elle vous trouve et du coup, elle va vous citer plus en avant que d'autres. Voilà. Ça, je pense que ça va vraiment être du coup l'enjeu de 2024. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais si on doit penser à plus loin que demain matin, ça va vraiment être les gros enjeux qu'il va y avoir dans le search. Alors, au niveau du SEO Camp, quels sont les CMS que vous recommandez? J'ai le souvenir, effectivement, d'avoir lu que 40% aujourd'hui dans le monde, WordPress est utilisé pour les sites web ou les blogs. Mais bon, WordPress, on connaît effectivement sa faille, c'est la sécurité. Au niveau SEO, est-ce que WordPress tient une place prépondérante au niveau du SEO Camp? Alors, on n'a pas de CMS privilégié au niveau du SEO Camp. En revanche, clairement, WordPress est utilisé par une majorité de nos clients, donc de facto, on va travailler principalement sur WordPress. Il n'y a pas de secret derrière ça. Et en revanche, on va conseiller à nos clients, à nos partenaires, à nos adhérents, de bien penser à faire toutes les mises à jour de sécurité au fur et à mesure pour justement venir pallier à ce défaut de faille de sécurité. Mais c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de WordPress n'est pas une passoire en termes de sécurité imbouchable. C'est tout simplement si des plugins sont pas mis à jour, s'il y a des développements faits n'importe comment. Enfin, encore une fois, c'est des mauvaises utilisations qui vont déclencher le fait que des failles de sécurité soient exploitables. Si c'est bien entretenu, comme tout CMS d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres CMS qui sont très répandus. Je vais penser, moi je suis beaucoup e-commerce, donc du PrestaShop ou du Magento. Si on n'entretient pas, qu'on met pas les pages de sécurité, qu'on colle avec les pieds, à un moment donné, on va avoir des failles de sécurité aussi. Voilà. Donc il n'y a pas de solution miracle, il y a juste des bonnes pratiques à appliquer pour éviter d'avoir des soucis derrière. Voilà. Et clairement, donc voilà, j'ai dit les 3 sur lesquels qu'on rencontre le plus fréquemment. Et après, on note une apparition plus récente quand même de plus en plus de gens qui vont tester des e-commerce sur du Shopify. Qui va être du coup une solution en SaaS pour le coup, donc avec moins de facilité de personnalisation, mais qui peut être intéressant dans une démarche de ce qu'on appelle de réduire le time to market, voilà, de faire un test business, de valider et ensuite de pourquoi pas évoluer vers d'autres solutions plus propriétaires sur lesquelles on va pouvoir aller beaucoup plus loin en termes d'optimisation SEO, technique ou conversion. Alors, de ton propre avis, Patrick, toi qui est spécialiste dans le domaine, qui a travaillé dans le e-commerce, qui est maintenant au SEO Camp, donc à la présidence depuis 2 ans, j'aimerais que tu nous parles également des outils de suivi et de tracking au niveau effectivement du SEO, de le positionnement, les backlinks, etc. Aujourd'hui, quels sont les outils qu'il faut vraiment avoir dans sa boîte à outils, c'est le cas de le dire. Et bien souvent, les SEO sont un peu perdus parce qu'ils se disent effectivement ça va me coûter une fortune s'il faut que je prenne SEMrush, il faut que j'en prenne effectivement Majestic, etc. En fait, ça coûte cher, mais est-ce que justement le prix en vaut la chandelle? Le prix en vaut forcément la chandelle. Moi, je veux dire, je te confie un truc, c'est que mon mantra en termes de business, que ce soit SEO ou autre, ça a toujours été de me dire si c'est pas comment est-ce que j'économise 100 euros, c'est comment je fais pour gagner 100 euros de plus. Voilà.
Je pense qu'à partir du moment où on est dans cette démarche, on va plus se poser la question de combien coûte un outil. Voilà. On va plutôt se poser la question de combien je vais gagner par cet outil. Voilà. Alors après, il y a des affinités qui vont faire qu'on préfère tel ou tel outil, mais je pense déjà pour moi, quelqu'un qui veut faire du SEO, dans les deux outils qui sont vraiment incontournables, il y a le premier qui est gratuit, qui va être la Google Search Console. On trouve des datas dedans qui sont folles et c'est souvent sous-estimé. Voilà. Donc bien maîtriser la Google Search Console. Voilà. On a les datas qui viennent directement de Google, c'est important de savoir bien les analyser. Ensuite, un bon vieux Screaming Frog qui va permettre de parcourir son site pour pouvoir faire des audits en continu. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis après, si on doit faire de l'analyse, du coup, par exemple de backlink, on va vraiment partir sur quelque chose qui va être orienté sur du Majestic, par exemple, ou du Babar pour rester français. Et après, du mot-clé, on peut partir sur du SEMrush ou ce genre de choses. Voilà, ou Babar qui commence à le faire aussi avec son copain Your Test Guru. Voilà. Comme ça, on reste un peu cocorico. Voilà. Alors, est-ce que vous suivez également les guidelines de Google? Est-ce que l'SEO Camp recommande les guidelines de Google? Parce que je me souviens d'Olivier Andrieux dans abondance.com qui disait Google dit des choses, mais des fois, effectivement, il ne faut pas nécessairement suivre toujours Google. Je ne peux que aller dans le sens d'Olivier Andrieux pour le coup. L'idée, Google ne va pas expliquer comment le manipuler, comment le contourner. On ne peut pas ignorer que le job d'un SEO, c'est d'aller tendre l'élastique statistique de Google au maximum pour se tirer la couverture vers soi. Voilà. Alors, et il y a ce que Google dit et il y a ce qu'il faut faire. Voilà. Typiquement, la notion, par exemple, de backlink, qui est hyper importante en SEO, on va trouver énormément de choses dans la documentation de Google qui dit qu'il ne faut surtout pas en faire, etc. Et là, on est sur quelque chose où il faut plutôt aller à l'encontre de notre ami Google malgré ce qu'il dit. Voilà. Est-ce que le cocon sémantique a encore bonne presse dans le SEO? Écoute, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas bonne presse, pour être sincère. Je suis même presque surpris de la question, mais en fait il vient en renfort de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être reconnu comme une autorité, comme quelqu'un de pertinent sur un contenu. Un cocon sémantique va permettre du coup de publier un ensemble de contenus, d'avoir une vraie couverture éditoriale et informative sur un sujet et de transférer du coup ce signal de pertinence à Google. Donc il est complètement utile. Mal fait, il produira pas les bons résultats et du coup il peut frustrer les personnes qui l'auront mis en place. Mais un cocon sémantique bien fait reste même, je dirais, presque essentiel aujourd'hui dans une stratégie. Alors, je vais te poser une question colle maintenant, Patrick. À ton avis, quelles sont les 3 choses effectivement qui manquent à Google? Les 3 choses qui manquent à Google. La question. C'est une question piège. Non mais complètement. On a forcément eu une réactivité sur la notion d'IA. Ils se sont fait piéger par OpenAI. Là-dessus, donc il leur a manqué quelque chose sur le sujet. Et derrière, en fait, on va voir. Alors, je pourrais pas forcément dire 3 choses, mais si je dois te faire une vraie réponse de ce que je pense, ce qui va manquer, c'est en fonction de l'évolution des utilisations, c'est quelle va être la manière de Google de monétiser ses résultats demain. C'est là où ils vont devoir vraiment se transcender et se dépasser, parce qu'aujourd'hui, quand on prend un chat GPT qui répond aux questions des gens, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de clic, il n'y a pas d'AdWords, et en revanche, Google va pas pouvoir mettre une recherche payante par défaut comme on l'a avec un chat GPT+, ou ce genre de choses. Donc du coup, la manière dont Google va se monétiser demain, c'est là où il va falloir qu'ils trouvent quelque chose de génial. Et là, on va voir s'il y a des mecs qui sont payés des millions dans la Silicon Valley, s'ils méritent leur salaire, clairement. Voilà. Alors j'aimerais qu'on parle aussi de l'aspect un peu de l'écosystème de Google, c'est-à-dire de YouTube également, qui est le deuxième moteur de recherche à travers le monde. Est-ce que au sein de l'SEO Camp, vous parlez justement de YouTube, comment référencer effectivement ces vidéos, comment optimiser ces vidéos, le choix des vignettes, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est primordial et qui tient je dirais effectivement sa ligne de mire aujourd'hui au niveau du SEO Camp?
Ah bah ça fait partie des sujets. D'ailleurs, le SEO Camp a une chaîne YouTube avec si on m'autorise 2 secondes de citer ça, on fait tous les vendredis à 11h une émission en live où on partage de la veille qui s'appelle l'Actu Web. Donc c'est dire si on croit à l'intérêt de la vidéo aujourd'hui. Et également pour les gens qui font du SEO pour leur site. On parlait de cocon sémantique tout à l'heure. Un cocon sémantique, c'est pas que du texte, c'est aussi d'autres médias. Et ces médias, ça peut être de la photo, de la vidéo, etc. Et dans ce cadre-là, les vidéos vont tenir une place prépondérante. Typiquement, moi, quand il y a un client qui arrive et qui veut se positionner sur un résultat de recherche, si je vois que dans les résultats, il y a à un moment donné un carrousel de vidéos, je vais lui dire, allez, c'est parti, là, il va falloir faire de la vidéo, parce que du coup, on va pouvoir aller se mettre dans ce carrousel de vidéos et gagner de la visibilité en plus. Donc, clairement, le référencement des vidéos fait partie, que ce soit à l'intérieur du moteur de recherche de YouTube ou dans les résultats YouTube affichés par Google. Et demain, on commence à avoir aussi des résultats même de TikTok. Ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte dans une stratégie de référencement aujourd'hui. Alors Patrick, tu parlais tout à l'heure de mode de rémunération pour Google, de rentabilité effectivement de monétisation. Il y a quelque chose qui va effectivement voir le jour dans peu de temps à mon avis, c'est la monétisation sur les podcasts, c'est-à-dire effectivement la recherche vocale. Est-ce que vous en parlez là aussi au niveau du SEO Camp et est-ce que vous essayez d'être un peu visionnaire par rapport à ça? Parce que c'est vrai que bon, aujourd'hui c'est souvent du texte pour les ads, mais demain ça sera peut-être de l'audio. Eh ben écoute, peut-être. Maintenant, je pense que sur de la monétisation autour des podcasts, on risque beaucoup d'être sur une monétisation, qui va être proche un peu de la monétisation de la presse, avec tous les aspects de paywall. Voilà. Ou alors avec de l'insert de publicité, tu vois, comme on peut avoir de la publicité sur YouTube, ou au milieu de ton podcast, potentiellement, tu as un intermède publicitaire qui vient se glisser en audio. Ça peut être une solution. Là, on est vraiment sur de la monétisation de podcast. Maintenant, sur de la monétisation de recherche vocale, clairement, je souhaite bon courage à Google pour savoir comment ils vont monétiser ça en termes d'injection publicitaire, parce qu'il y a un vrai risque pour eux, à moins d'être vraiment sûr de la pertinence des résultats qu'ils mettent et du coup de venir surpondérer des résultats payants pour le coup. Mais ça, ce serait vraiment franchir une ligne rouge que Google n'a pas franchie depuis ses débuts, parce que ça voudrait dire que potentiellement, il faut vraiment comprendre de la recherche en fait texte et de la recherche audio, c'est qu'en recherche audio, on n'a qu'une seule réponse en fait. On n'a pas une liste de réponses. Et du coup, si on n'a qu'une seule réponse et que c'est un résultat payant, là, on est vraiment sur une ligne rouge que Google n'a jamais franchie jusque-là. Et est-ce qu'ils iront jusque-là? Je ne suis pas prophète, donc je veux pas me risquer à ça, mais il y a un vrai sujet pour eux là-dessus. Est-ce que au SEO Camp, vous parlez également des autres moteurs de recherche comme Bing? On voit que Bing effectivement a fait rentrer l'IA également sur son moteur de recherche. Et puis il y a le petit dernier, bien évidemment, il y a Kant. Alors Kant qui est soi-disant effectivement peut-être va être racheté. On ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que vous soulevez un petit peu ce genre d'informations? Alors, ça fait partie des choses qu'on surveille forcément du coin de l'œil, notamment les évolutions de Bing qui est précurseur sur le sujet de moteur de recherche basé sur l'IA. Et puis on suit aussi le petit Quant, le français, qui en ce moment, donc il y a des tests qui ont été faits avec un partenariat, donc on sait pas trop où ils en sont, mais il y a les équipes donc de Octave Clava de OVH. Qui ont repris un peu le sujet et qui sont en train de proposer des choses. Voilà, ils n'ont pas encore intégré l'IA dedans, mais il y a clairement des choses qui sont en train de bouger. Donc pour quelque chose qui était quand même complètement à l'arrêt, à minima en termes de communication depuis quelques temps, on voit des choses revenir. Voilà. Maintenant, Google reste clairement le moteur majoritaire aujourd'hui en France. Et c'est vraiment principalement encore aujourd'hui que les gens font du SEO vont se poser la question vraiment sur l'aspect Google. Alors, toi, Patrick, tu nous disais que tu avais commencé effectivement par le e-commerce, mais j'aimerais que tu me cites effectivement 3 livres que tu affectionnes tout particulièrement dans le SEO. Écoute, je vais être bien embêté pour te répondre parce que j'ai jamais lu un seul livre de SEO. Tu vois, je ne suis pas un passionné de lecture. Donc j'ai lu quelques autres livres, tu vois, j'ai sur mon bureau que je suis en train de lire en ce moment de marketing qui est Influence et manipulation de Mr. Cialdini.
que je trouve très intéressant. Mais en SEO, si vous voulez lire du SEO, il y a forcément le livre d'Olivier Andrieux qui est juste obligatoire. Ça, et sinon après ça va beaucoup être, tu vois, on parlait de vidéo il y a quelques instants, ça va vraiment être de la formation, je pense, via YouTube. Il y a énormément de ressources gratuites. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs SEO qui font en sorte de travailler la notoriété grâce à du référencement de vidéos et du coup qui vont publier, que ce soit des webinars, des podcasts, des interviews sur du coup le SEO, ils vont dévoiler tout un tas d'astuces ou de méthodes et du coup il y a énormément de ressources en vidéo et c'est hyper ludique et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, et on est beaucoup à avoir commencé avec ça. Oui, et puis dans les livres, il y a aussi les bouquins de Daniel Rock, d'SOMX, qui est très près de WordPress, et puis aussi Olivier Andrieux avec les différentes éditions de réussir son référencement sur le web. Exactement. En tout cas, on aura fait le tour, je pense, au cours de cette interview de l'actualité du SEO. Pour les gens qui ont écouté cette interview, qui ont été sensibilisés par ton action, par tes mots, par tes propos, où on peut continuer à discuter avec toi pour, je sais pas moi, peut-être rejoindre le SEO Camp. Eh ben écoute, on peut me trouver principalement sur LinkedIn, Patrick Valibus, ou sur Twitter également, où je passe assez régulièrement. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à venir au SEO Camp à la fin du mois, les 29 et 30 juin. Et vous allez organiser des choses également à distance au niveau du SEO Camp pour les gens qui ne pourront pas se déplacer? Et exactement, il y a des billets online qui existent pour pouvoir voir les conférences et le replay, parce que vu qu'il y aura plusieurs conférences en parallèle, comme ça vous pouvez choisir ce que vous voulez voir en live et voir les autres en replay ensuite. Ah bah là, il faudrait que tu me réserves un petit ticket quand même pour la presse, parce que moi je vais suivre ça, hein. Eh ben écoute, on regarde ça juste après. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie Patrick. Je rappelle, Patrick Valibus, donc président du SEO Camp depuis 2 ans, spécialisé dans le e-commerce. Vous pouvez lui poser ces questions, bien sûr, où vous le trouverez sur les réseaux sociaux. Je pense que ça ira très très vite. Et je vous remercie effectivement de votre attention, tous et toutes, ceux qui étaient dans le SEO et puis ceux qui ont un site internet et qui voulaient en savoir un petit peu plus sur comment fonctionnait le SEO. Voilà, en 27 minutes, on a fait le tour un peu de la question. Je te remercie Patrick. Je te dis effectivement à bientôt au niveau du SEO Camp et puis merci pour effectivement cette valeur ajoutée que tu as apportée aux experts. Eh ben, c'était avec grand plaisir. Et alors ce qui est important aussi, c'est que il y a cette fameuse question que l'audience attend. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Patrick ? Eh ben écoute, très sympathique. Je me suis senti super à l'aise, mais quand même, je crois que tu m'en dois une parce qu'il y a une question qui va continuer de me faire réfléchir. C'est celle où tu m'as demandé vraiment qu'est-ce qui manque à Google avec 3 choses, et je crois que celle-là elle va me triturer un moment. Voilà. Oui, et c'est une question piège. Voilà, elle m'a bien piégé. Merci à toi en tout cas. Merci.